Et ben après, je me suis donné du temps pour parler de la fameuse procrastination, hein. Il y a peut-être des personnes qui sont meilleures que d'autres à la dépasser à certains moments ou pour certaines tâches, mais je pense qu'on a tous nos montagnes de courrier en retard, hein? Puis qu'on a tous des zones, hein, des personnes dans notre vie qu'on a du mal à s'y mettre ou des journées où c'est plus difficile. Fait que la procrastination, ben, je pense que c'est quelque chose d'important à aborder quand on parle d'organisation. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça a rien de particulier, c'est très humain, hein. C'est un mécanisme de défense, en fait, qui est naturel, hein, face à l'anxiété ou au stress, face à une montagne, justement, quelque chose qu'on voit comme une montagne qu'on ne sait pas trop comment aborder. Puis, ben, c'est pas mauvais en soi, là, de la procrastination, mais un problème, c'est que ça s'auto-nourrit, en ce sens que il y a quelque chose qu'on craint un petit peu, on a tendance à l'éviter parce qu'on l'évite, ben, ça reste là ou ça grossit comme montagne de courrier en retard, puis on angoisse encore plus, on a encore plus de difficultés à s'y mettre, hein. C'est comme un cercle vicieux, si on peut dire. Et puis, il faut donc trouver des manières de passer outre ce moment-là difficile, hein, de crainte de la montagne pour se mettre en action. Et puis, même avec la meilleure volonté du monde, honnêtement, c'est vraiment difficile, hein. Fait que je me suis posé beaucoup de questions. Est-ce qu'on est capable de trouver des façons de dépasser la procrastination? J'ai lu énormément et je vous apporte quelques idées en espérant que ça l'aide. Moi aussi, je les essaye, hein. Donc, ben, en premier, je suis tombée sur des écoutes où j'ai bien aimé l'idée que la procrastination, il ne faut pas le voir ça comme un défaut, quelque chose de mauvais, mais plutôt comme un signal, hein. Quand on procrastine quelque chose, ben, ça signale forcément quelque chose, ça signale qu'il est en train de se passer quelque chose qui nous crée du stress, de l'anxiété, qu'on ne se sent pas prêt à faire, peu importe la raison. Puis dans le fond, la première chose qu'il faudrait faire, c'est reconnaître qu'il y a un voyant rouge qui s'est allumé, puis pas juste faire comme faut pas que je touche à ça, ou faut juste que je fonce, peu importe, mais qu'on se demande qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que ça signifie, ce signal-là. J'ai rassemblé quelques idées, mais je suis sûre que c'est pas exhaustif. Fait qu'on pourra peut-être continuer la réflexion ensemble, hein, du pourquoi, qu'est-ce qui nous amène à procrastiner? Donc, pourquoi on procrastine? Ça, j'ai trouvé ça rigolo, hein, ça, c'est un petit peu ça notre réalité. Demain est souvent le jour le plus chargé de la semaine. Puis moi, je me fais des listes de choses à faire. Des fois, ça me prend 3 semaines de passer au travers de la liste que je pensais que je ferais aujourd'hui. C'est capoté. Puis je suis même pas sûre, en tout cas. C'est une longue histoire, hein? Donc, demain. Alors qu'on voudrait que ce soit ça, hein? On voudrait être bon de même, hein? Dire n'attendez à demain, cueillez dès aujourd'hui les roses de la vie, hein? Donc, maintenant, là, on y va, puis c'est beau, puis c'est le fun. Mais en réalité, souvent, ça finit comme ça même, hein? Euh, donc, pourquoi remettre au lendemain ce qu'on peut remettre au surlendemain? Et puis là, ben, c'est ça, nos montagnes nous suivent et puis le stress monte, puis ça devient de plus en plus difficile d'y arriver. Donc, pourquoi est-ce qu'on procrastine? En fait, il y a toutes sortes de raisons, puis je pense qu'il faut commencer par identifier la bonne raison pour ce moment de procrastination-là, hein. Donc, des fois, des choses qu'on procrastine, c'est parce qu'il n'y a pas de délai. Hein, qu'on n'a pas de vrai délai pour le faire, que ce n'est pas cadré dans le temps, que ça n'a pas l'air urgent, c'est sûr que c'est le genre de choses extrêmement faciles à repousser, à remettre à plus tard, surtout si d'autres choses s'insèrent au travers, elles, avec des délais clairs puis fixes, hein, qu'on va gérer en premier. Donc, ça se peut que ce soit ça le problème. Ça se peut que ce ne soit pas officiellement notre responsabilité à nous, c'est quelque chose qui est à faire, que ce serait bien que ce soit fait, mais ce n'est pas vraiment nous qui nous sommes engagés, c'est là, hein, donc c'est facile à contourner, même si on peut avoir en tête que ce serait bien que ça se peut que ce soit une tâche qu'on craint, hein, quelque chose pourquoi, pour toutes sortes de raisons, on n'a pas l'impression d'être prêt, d'être outillé, on n'a pas l'impression d'être bon, donc c'est difficile d'avoir l'impression d'avoir envie d'y aller, on n'a pas l'impression qu'on va performer, on ne sait pas par quel bout commencer, hein, donc pour toutes sortes de raisons, on peut craindre une tâche. On ne sait pas forcément justement comment s'y prendre, hein. Peut-être qu'on aurait besoin de soutien, peut-être qu'on a besoin d'informations supplémentaires pour arriver à entrer dans la tâche, avoir un peu une idée de comment aborder cette grosse affaire-là. Ou ben, peut-être qu'on n'a pas envie, on a le droit, hein, on a le droit. Ça nous intéresse pas, en fait, cette tâche-là. On a dit, on pensait que oui, qu'on voudrait faire ça, qu'on trouverait ça le fun, puis on se rend bien compte que c'est pas tellement ça notre affaire. Puis bon, fait que si on est capable déjà d'identifier la cause, ben, c'est pas forcément la même solution, vous comprenez,
vous voyez bien qu'on va mettre en place pour passer au travers, hein. Si ce n'est pas cadré dans le temps, mais justement, il s'agit peut-être de le découper, puis de se donner un objectif clair, puis de trouver une façon de créer en quelque sorte le sentiment d'urgence. Mais si c'est parce qu'on ne se sent pas outillé, ben, ça veut dire qu'il faut aller chercher de l'aide, faut trouver les outils pour se sentir prêt. Donc, vous voyez, déjà, je pense que c'est une première réflexion intéressante, puis une manière d'aborder le concept de procrastination. Puis, si vous voulez bien, moi, j'aimerais bien qu'on essaye ensemble d'allonger la liste puis de tranquillement y arrimer des solutions, hein. Ça, c'est comme des pistes de départ qui me sont venues en tête, mais je pense qu'on pourrait continuer à réfléchir là-dessus puis que ce serait intéressant puis le fun pour tout le monde. Il m'est venu d'autres idées liées à la procrastination. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissaient ce graphique-là. C'est ce qu'on appelle la matrice d'Eisenhower. Eisenhower, qui est un ancien président américain qu'on considère qui est comme un peu lui qui a mis ça en place. Je vous la présente en anglais parce que je la trouve le fun en anglais avec ses 4 D, hein. Donc, vous voyez la matrice d'Eisenhower. Eisenhower, en tant que président des États-Unis, hein, il y avait beaucoup de choses qui arrivaient à lui, puis il fallait un peu qu'il soit capable de bien gérer ses priorités. C'est un outil de gestion des priorités. Alors, il y a les choses qui sont plus ou moins urgentes, puis il y a les choses qui sont plus ou moins importantes. Alors, ce qui est à la fois urgent et important, hein, ce qui est dans la zone en haut à droite, le cadran 1 qu'on va appeler là, orange, bien, Eisenhower, il se disait ça, il faut que je le fasse. Il faut que je le fasse maintenant, hein. Donc, c'est le do, hein. Mais si c'est important, mais que ce n'est pas vraiment urgent, que ça peut être repoussé dans le temps, qu'est-ce que le président Eisenhower faisait? Il décidait. Il décidait quand est-ce qu'il allait faire ça. À quel moment dans son calendrier il allait régler cette question-là, mais achalez-moi pas avec ça maintenant, il faut que je règle les urgences, hein. Après ça, il y a des choses dans la vie, des demandes qui nous arrivent qui sont urgentes ou qui viennent avec un sentiment d'urgence à régler tout de suite, mais qui en réalité, quand on s'y arrête, ils ne sont pas vraiment importantes. Pas forcément pas vraiment importantes du tout, mais des fois pas vraiment importantes pour nous peut-être, ou c'est pas forcément nous la bonne personne la seule personne pour régler cette urgence-là. Alors, le président Eisenhower, lui, dans ce temps-là, il passait au D de delegate, hein. Donc, ça, ben, c'est pas suffisamment important pour que moi, monsieur le président, je m'en occupe. Ça fait que je vais envoyer ça à quelqu'un d'autre. Donc, ça va devenir la tâche. Et puis aussi, le dernier cadran, c'est choses qui ne sont pas vraiment importantes puis qui ne sont pas vraiment urgentes. Et puis ça, ben, monsieur Eisenhower, il n'y en avait rien à faire. Alors, il faisait simplement les éliminer, les ignorer. Cette matrice-là, on se la fait présenter quand on suit de la formation ou quand on s'intéresse au côté organisationnel. En se disant, ben voilà, hein, c'est comme ça qu'on devrait gérer les choses, qu'on devrait gérer ses priorités. Mais je trouve qu'elle a un défaut. J'ai réfléchi à ça, c'est que c'est une matrice qui a été créée par un président. Donc, oui, quand on est rendu président d'un pays, je pense qu'il faut régler l'urgent, puis planifier le reste, puis déléguer là, un maximum. Ça a bien, bien, bien du bon sens. Mais si on l'applique dans notre quotidien à nous, on n'est pas un président de pays, je trouve que c'est un modèle qui a tendance à nous garder dans l'urgence. Parce qu'en fait, qu'est-ce que ça dit un peu, cette matrice-là? C'est règle toujours en premier ce qui est à la fois urgent puis important. Puis, ben, on finit par y rester. On finit par pas faire le reste parce qu'il y a toujours des urgences qui se présentent, peut-être plus dans notre métier encore de traducteur, je ne suis pas certaine. Puis, ce qu'on a décidé de planifier pour plus tard, ben, en fait, le temps passe, puis à un moment donné, il arrive dans l'urgence, mais on le gère seulement au moment où il est rendu urgent. On n'arrive jamais comme à se rendre au moment où c'est pas urgent, mais c'est important à faire, puis à être comme dans cette espèce de zone où on aurait un peu de jeu au lieu d'être en situation d'urgence. Dans la dernière année, ben, nos clients ont beaucoup jasé, hein, avec le télétravail, de bien-être, des choses comme ça. Puis, il est passé à un certain moment une version modifiée de la matrice d'Eisenhower dans un texte que j'ai eu l'occasion de réviser. J'ai trouvé ça intéressant, puis je suis partie de ce modèle-là pour étoffer la matrice d'Eisenhower. En fait, ce que le modèle disait à la base, ce n'est pas l'entièreté, j'ai attaché plein de choses dessus. Puis j'espère que ça se digère bien. J'ai peut-être condensé beaucoup d'informations. Ce que le modèle de base disait, c'est les pourcentages que vous voyez dans les coins. Ça disait, là, normalement, là, dans une journée de travail, on devrait passer seulement 15 de son temps du côté de la crise, hein, donc à peu près 75 minutes sur une journée de 8 heures. 75 donc la majorité de son temps à gérer des choses qui sont prioritaires, mais qui ne sont pas encore en état de crise, hein.
à 10 de son temps à aller vers des choses qui sont urgentes, des choses à régler rapidement, mais que finalement, on se rend compte qu'ils n'ont pas réellement d'importance. Hein? Donc, 10 puis 1 de son temps à faire des choses inutiles. Là où, de nos jours, c'est beaucoup considéré comme aller voir qu'est-ce qui s'est passé sur Facebook là, et toute cette sollicitation numérique qu'on a, mais dont on n'a pas réellement besoin ou peut-être pas pendant les heures de travail. Hein? Donc, puis qui nous amène à ne pas faire les bonnes choses ou à perdre du temps. Donc, ça, j'ai fait comme « Ah, wow, ça, c'est intéressant comme objectif. » Puis c'est beaucoup plus sensé que la matrice de base qui amène le doux, hein, le moment où tu agis, à être toujours en contexte d'urgence. Parce que, si vous voulez bien, j'ai envie de refaire avec vous le tour des 4 carrés. Puis je pense que c'est la dernière section de ce moment-là. Fait qu'après, je vais vous laisser aller dîner en réfléchissant à tout ça. Hein. Donc, quand on est du côté de ce qui est urgent puis important, hein, donc ce qui a de la valeur, ce qui a besoin d'être fait, bien, on est en situation de crise. On est toujours en train d'éteindre des feux. Hein. Puis, on est aussi en situation où on est réactif. Hein. Donc, on réagit à quelque chose qui est là, puis qu'il faut régler, puis c'est important, puis c'est urgent. Ça nous met dans un état où on est pressé. Quand on est en situation de crise, puis qu'on est pressé, il peut se passer 2 choses. Ou bien on n'a pas forcément de manière claire de comment gérer la chose, donc on improvise. On improvise, on fait de notre mieux, mais ça crée beaucoup de stress. Ou bien on est un peu comme quelqu'un qui a suivi sa formation de devenir pompier, on sait comment gérer le feu, on sait comment l'éteindre, puis on applique un plan de préparation d'urgence. Et à ce moment-là, on est capable d'être très efficace, très réactif, mais tout en restant calme. Idéalement, quand on gère des crises, on essaie d'être de ce côté-là. Hein, si on gère des crises, puis on se rend compte qu'on a fait jouer ça à l'improvisade, il faudrait s'asseoir après puis se dire qu'est-ce qui s'est passé, puis la prochaine fois que ce genre d'urgence-là se présente, comment il faut qu'on réagisse pour ensuite être capable de basculer du côté du plan, de la préparation. OK? Les différents mots-clés que moi j'associe à cette idée-là, à cette zone-là de crise puis d'urgence, c'est que c'est un endroit où il faut gérer, mais il faut aussi, je pense, savoir repousser le problème parce que des fois, il y a des choses qu'on pense qui sont urgentes, mais finalement, on est peut-être capable de repousser le délai, donc de s'enlever l'état de crise, hein, parce que peut-être que moi, je voulais faire cette tâche-là pour aujourd'hui, fin de journée, mais en réalité, si je prends un pas de recul, que je m'arrête, je me rends compte que c'est moi qui ai décidé de ce délai-là, puis que ça peut être tout à fait 3 jours plus tard. Et puis là, ça ramène dans la zone verte. Il faut toujours revenir vers la zone verte, la zone prioritaire, où des fois, on peut déléguer. Des fois, on a l'impression aussi que c'est absolument à nous de faire telle chose parce qu'on s'est engagé peut-être, puis qu'on veut comme répondre à l'engagement, mais ça nous met une pression indue parce qu'il s'est passé d'autres choses, qu'on n'est pas capable de tout gérer. Puis si on le délègue à quelqu'un d'autre, peut-être que l'autre personne, le même dossier qui nous met dans l'urgence, va juste être prioritaire pour cette personne-là pour pouvoir le gérer dans un certain état de calme. Vous voyez? Vous avez la petite flèche grise qui va de prioritaire vers crise. C'est pour montrer que quand on ne gère pas ce qui est prioritaire au bon moment, ça finit toujours par arriver en état de crise parce que le temps passe. Hein? Je vous fais descendre maintenant vers le côté du petit poisson avec l'hameçon parce que c'est une zone vraiment intéressante. Puis ça, c'est une zone à problème pour moi, en fait. J'apprends à sortir de cette zone-là. Hein, qu'est-ce que c'est la zone des choses qui semblent urgentes hein, ou qui ont comme un court délai, mais qui ne sont pas si importantes que ça à gérer? Moi, j'ai l'image du hameçon en tête. Hein. Je suis en train de faire quelque chose, je suis concentrée là, dans une révision qu'il faudrait donc que je clenche pour être capable de livrer dans les temps. Puis, il y a un courriel qui vient de rentrer, c'est un client. Ça, c'est comme un hameçon. Hein, c'est quelque chose qui nous distrait. Puis on se dit, j'ai envie de mordre à l'hameçon. J'ai envie d'aller voir qu'est-ce qui se passe de ce côté-là. C'est urgent aussi. Il faut répondre rapidement aux clients. Il ne faut pas laisser traîner ça une demi-journée de temps. Le problème, c'est que si on prend l'hameçon, ça va être en contrôle, ben, ça nous sort de notre bocal puis ça nous amène ailleurs. Puis des hameçons, il peut s'en présenter beaucoup dans la journée. Il peut s'en présenter de toutes sortes. Puis si on passe notre temps à mordre à l'hameçon, on se promène de bocal en bocal, mais finalement, on ne règle jamais l'endroit principal où on était au départ. Qu'est-ce qu'il faut faire avec un hameçon, avec une tentation qui se présente? Il ne faut pas forcément l'ignorer. Hein. Il y a des choses qui semblent être très importantes, ont besoin d'être faites quand même à un certain moment. Mais il faut être soit un poisson très fort qui prend l'hameçon, puis qui s'en va le mettre où il veut. Hein? Donc, qui dit oui, ça, c'est quelque chose dont je dois m'occuper. Donc, je le prends, mais je dérive. Je l'amène à un certain endroit, puis je dis oui, je vais m'en occuper là. Je le dépose là, puis j'y reviens dans un instant. Mais là, on ne se fait pas sortir du bocal. Hein? Ou on peut l'ignorer.
On peut décider que non, ça va, c'est pas à moi de gérer ça ou pas maintenant, donc l'hameçon va rester là, il ne faut pas que j'y pense. Le problème quand on ignore un hameçon, c'est qu'on sait qu'il est là. On n'est pas fou, donc ça nous prend la tête en quelque sorte. On n'arrête pas d'y penser, puis ça nous crée quand même une distraction. Donc, autant que possible, si on n'arrive pas à ignorer complètement un hameçon, mieux vaut le prendre puis de l'amener à un endroit où on va être capable de dire c'est là que je vais gérer cette chose-là. Donc, les mots-clés dans cette zone-là, c'est qu'il faut soit régler, c'est vrai, parce qu'il y a ce qu'on appelle dans la gestion la règle du 2 minutes. Hein, si on pense que quelque chose peut se régler en 2 minutes, aussi bien le faire tout de suite. Hein, aussi bien le régler. Donc, ça, c'est prendre un hameçon facile, en quelque sorte, dire hop, j'ai fait un petit saut hors de l'eau, je suis retombée dans l'eau, voilà, c'est réglé. Ça vaut la peine de le régler quand c'est court. Si on pense que ça va prendre plus que 2 minutes, à ce moment-là, mieux vaut prendre l'action, la porter dans un coin puis le planifier. Puis si on ne veut pas prendre l'hameçon, mais qu'on veut qu'il arrête de nous distraire, de nous déranger, il faut déléguer. Il faut laisser la tâche à quelqu'un d'autre, la bonne personne autant que possible, pas juste envoyer des hameçons aux autres, mais on est capable donc d'envoyer la tâche ailleurs. Ça permet de se débarrasser de toutes ces tentations qui font en sorte que des fois, on passe la journée à faire un paquet de petites choses urgentes, mais en bout de la ligne, on n'a pas réussi à s'attaquer au vrai dossier.